Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, ces tutoriels, déballage, comparaison et critique d'équipements high-tech tels que les drones, les appareils photo ou encore les téléphones portables lui ont valu des millions de vues sur Internet. Il s'appelle Romain Lannéry et il est notre influenceur du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Jeanne Dreyfus et elle est avec nous au plateau aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, quelle va être votre chronique aujourd'hui? Eh bien je vais vous parler, figurez-vous, d'un retour de hype, de quoi? Du roman photo, et oui, si vous ne l'aviez pas vu venir, vous allez voir, ça donne des choses assez grinçantes et amusantes. On découvre ça tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre sujet du jour. Savez-vous vraiment ce que font vos ados sur les réseaux sociaux? Entre Instagram, TikTok ou encore Snapchat, ces plateformes sont devenues incontournables bien sûr pour les jeunes. Mais quel impact ont-elles vraiment sur leur développement, sur leur santé mentale ou encore sur leur rapport aux autres? Et puis comment les accompagner aussi sans devenir intrusifs? Voilà des questions que s'est posée notre invité aujourd'hui, Cookie Calcaire. Bonjour Cookie, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir de vous avoir dans l'école du futur. Vous êtes auteur de BD, spécialiste de la vie numérique des ados. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Avec plus d'1 million d'abonnés, ce jeune monégasque n'a pas fini de nous faire découvrir les dernières innovations en vogue. Passionné de technologie, Romain Lannéry vulgarise sur sa chaîne YouTube le monde de l'high-tech. Il est notre portrait d'influenceur, signé aujourd'hui Dylan Kohler. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je suis en pleine forme. Bienvenue dans l'univers de la technologie. Nous vous emmenons à la découverte de Romain Lannéry, le youtubeur qui fait autant vibrer les écrans que les neurones. Ce jeune monégasque, passionné de tech, compte plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube créée en 2013. Son secret? Un savant mélange d'expertise, de pédagogie et surtout d'humour. Chaque semaine, il décortique pour nous les dernières nouveautés high-tech, entre smartphones, ordinateurs et gadgets en tout genre. Depuis peu, il réalise également des interviews de personnes influentes du secteur de l'innovation. Aujourd'hui, on est en Suisse pour rencontrer Mark Howler. Après plus de 20 ans au sein de Infomaniac, il est aujourd'hui le CEO de cette entreprise qui propose des solutions d'hébergement web, de streaming, de marketing. On a pu parler de son parcours depuis 2004, du business que font les géants de la tech avec nos données jusqu'à la vie privée, si celle-ci existe encore. Et si vous pensiez que la technologie était réservée aux geeks, eh bien détrompez-vous. Romain rend accessibles les sujets les plus complexes au plus grand nombre. Toujours avec une énergie débordante, il nous entraîne dans ses vidéos comme si nous y étions. Ses revues sont claires, précises et toujours agrémentées d'une pointe d'originalité. Romain Lannéry incarne une nouvelle génération d'influenceurs tech, alliant expertise, accessibilité et authenticité. Alors si vous êtes en quête de découvertes technologiques ou simplement curieux d'en savoir plus sur le monde numérique, nul doute que cette chaîne saura vous captiver. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Salut! Allez, on va continuer à parler tech dans un instant et parler des jeunes aussi. Nos ados sont-ils en sécurité sur les réseaux sociaux? Cette question, comme beaucoup d'autres, beaucoup de familles se les posent. Des questions qui prennent une nouvelle dimension avec l'apparition notamment des comptes adolescents récemment introduits par Meta. Mais est-ce vraiment suffisant pour protéger nos jeunes? On pose la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Notre invité, il est en duplex avec nous aujourd'hui, Cookie Calcaire. Je rappelle que vous êtes auteur de BD, spécialiste de la vie numérique des ados et notamment auteur de ce livre, Les réseaux sociaux et nos ados, publié chez Steinkiss. Alors vous venez justement nous en parler de ce livre. Qu'est-ce qui vous intéresse d'abord peut-être pour commencer? Parce que vous êtes papa et j'imagine que ça vient sans doute de là, mais qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Cookie, dans la vie digitale des jeunes? Comment vous êtes venu à écrire plusieurs livres d'ailleurs sur ce sujet et notamment sur la vie numérique des jeunes? Alors effectivement, je suis papa d'un petit garçon de 9 ans, donc j'avais commencé l'année dernière avec un premier livre sur les jeux vidéo et les parents. Puisque moi-même, je travaille dans le milieu du jeu vidéo, en plus de faire des bandes dessinées. Mon fils a 9 ans aujourd'hui, donc assez tôt, il y a quelques années, on a commencé à jouer aux jeux vidéo ensemble et je voyais que dans sa classe, les autres parents autour de moi étaient un peu paumés sur c'est quoi les restrictions, comment on gère les temps d'écran, etc., etc. Donc j'ai commencé à donner des ateliers dans les écoles, dans son école et dans plusieurs écoles, sur quelques conseils de comment gérer ça. Et puis au fur et à mesure des ateliers, beaucoup de parents me disaient, alors c'est bien hein, les jeux vidéo, ça nous intéresse,
mais on a beaucoup plus peur des réseaux sociaux et des téléphones plus tard, et beaucoup avaient aussi des ados ou des grands frères ou des grandes sœurs. Donc je me suis attaqué au deuxième sujet, et il se trouve que j'ai aussi une petite sœur, Lou, qui a 20 ans de moins que moi, de famille recomposée, les histoires de famille recomposée, et que j'ai pas mal accompagné dans sa découverte des réseaux sociaux entre 16 ans et 20 ans. Donc j'avais aussi un point de référence. Donc j'ai commencé pareil à donner des ateliers pour les parents sur comment gérer les réseaux sociaux avec vos ados. Alors c'est vrai que vous abordez notamment dans ce livre et depuis quelques années des sujets particulièrement actuels. Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du quotidien, partie intégrante du quotidien des jeunes. Selon vous, et d'ailleurs avec les échanges que vous avez avec ces parents et ces jeunes d'ailleurs dans vos ateliers, quels sont les plus grands changements aujourd'hui que cela va apporter ou apporte déjà dans leur manière de vivre à ces jeunes, ces réseaux sociaux? Alors on le voit dans les statistiques d'utilisation, on a vu un grand tournant, c'est à peu près autour de 2010, avec l'arrivée des réseaux sociaux sur les téléphones portables. Il faut se rappeler que nous, quand on a connu les réseaux sociaux au début, c'était sur Internet, mais c'était principalement sur nos ordinateurs de salon ou nos PC portables. Mais il fallait qu'on soit chez nous, ou peut-être des fois au travail, discrètement, on allait checker notre MySpace ou notre Facebook. En 2010 sont arrivés les réseaux sociaux sur les téléphones mobiles, et puis ça a fait un changement drastique, c'est que tout d'un coup, on l'avait dans la poche, on avait des notifications qui nous rappelaient que quelqu'un nous avait tagué sur une photo ou quelqu'un avait commenté un de nos posts, et ça a drastiquement changé la durée d'utilisation et la quantité d'utilisation qu'on en a faite. Et évidemment, les nouvelles générations qui sont nées directement avec l'accès des réseaux sociaux sur leur téléphone, ça a rendu leur accès quasiment immédiat et non-stop durant la journée. Encore une fois, peut-être discrètement à l'école, comme nous on l'a fait avant eux discrètement au travail. Donc ça, c'est un des gros changements. Sur les aspects positifs, et c'est un des éléments qui était difficile pour moi en commençant le livre, c'était de trouver un aspect positif. Je trouvais plein d'aspects négatifs. On entend énormément de choses sur les dangers des réseaux sociaux, l'impact que ça a sur nos enfants et nos adolescents, ou même nous-mêmes. J'avais du mal à trouver des parties pour. Heureusement, ma petite sœur m'a aussi aidé là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là où les ados trouvent le plus leur communauté. L'exemple que je prends le plus simple, c'est de ma génération. Par exemple, aujourd'hui j'ai 40 ans. Si je faisais partie d'une minorité, que ce soit culturelle, ethnique ou même de genre ou d'orientation sexuelle, dans mon lycée par exemple, j'étais souvent tout seul. Donc j'étais le ou la goth, le ou la homosexuel du lycée, etc. etc. Grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent se trouver des communautés et apprendre de leur communauté ensemble beaucoup plus facilement et se sentir moins seuls, ce qui est un avantage énorme à un âge où effectivement on est en construction constante de personnalité et de culture. À l'inverse vient le risque, qui est à l'inverse qu'il se noie dans une uniformisation des cultures comme ça et des stéréotypes. Et c'est vrai que dans votre livre, vous portez à la fois le sujet de tout ce que les réseaux sociaux peuvent apporter effectivement de positif, et puis, et c'est important aussi, il faut qu'on en parle bien sûr, les effets violents, plus toxiques. Quels sont selon vous, Cookie Kelker, les plus grands risques aujourd'hui que peuvent rencontrer les adolescents sur ces réseaux sociaux? Ce que vous avez souhaité d'ailleurs mettre en avant dans ce livre aussi. Alors aujourd'hui dans le livre, dans mes ateliers, je traite principalement de 3 sujets. Le temps, la question de combien de temps est raisonnable dans une journée de passer sur les réseaux sociaux. Je l'avais déjà fait pour les jeux vidéo. La conclusion est la même, c'est quand on passe 4 heures par jour à faire la même activité, généralement on a un souci. Surtout pour nos enfants, c'est pour ça qu'on sépare les activités par tranche d'1 heure ou de 30 minutes. Si votre enfant fait 4 heures d'affilée quelque chose tous les jours de la semaine, c'est qu'effectivement il y a en tout cas un débalancement, donc il faut faire attention. Donc le temps et l'omniprésence des réseaux, encore une fois souvent à cause des téléphones, est un point important et sur lequel j'essaie d'éduquer les parents. Un deuxième point qui est important, c'est l'estime de soi. On voit un impact souvent très négatif sur l'estime de soi de nos adolescents quand ils sont trop exposés aux réseaux sociaux. En fait, il y a un effet miroir qui est assez pervers. C'est qu'il y a de l'anxiété de comparaison qui se crée assez facilement.
qu'on vit tous naturellement dans notre vie. Hein. Encore une fois, si vous vous souvenez de vos années collège ou lycée, vous vous compariez déjà sans doute à quelqu'un dans votre collège ou votre lycée. Il faut réaliser que pour les adolescents aujourd'hui, ils se comparent à des millions d'autres personnes à travers le monde et que ça devient très compliqué. Et le troisième aspect, c'est la toxicité en ligne. Et ça, c'est le plus, à mon avis, le plus grave et le plus important. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, sont une porte ouverte à énormément de prédateurs et de problématiques, que ça soit le cyberharcèlement entre adolescents, mais aussi, malheureusement, le grooming de la part d'adultes qui se servent des réseaux sociaux pour atteindre des mineurs à travers ça. Cookie, est-ce que ça veut dire que ces plateformes qui sont utilisées aujourd'hui par les jeunes, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp aussi, qui est de plus en plus considéré comme un réseau social, qui en a en tout cas toutes les caractéristiques, elles occupent une place énorme dans la vie des jeunes. Est-ce que vous les considérez aujourd'hui comme dangereuses pour nos adolescents ? Aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a un danger réel. La meilleure comparaison et le conseil que je donne aux parents, et c'est une citation qui n'est pas de moi, hein, qui est de Caroline Rouan-Mallet, elle dit aujourd'hui personne ne laisserait son enfant tout seul dans la rue à Paris la nuit. Ok, je pense que c'est évident, puis on cite Paris, mais en gros c'est n'importe quelle ville. En tant que société, on a communément admis que c'était un danger et on apprend dès le plus jeune âge à nos enfants des règles très importantes de sécurité dans la rue, de ne pas parler à des inconnus, de ne pas monter dans une voiture qu'on ne connaît pas, de regarder avant de traverser, etc., etc. Cette éducation-là, on ne leur fait pas dans leur vie virtuelle, alors que les mêmes risques rentrent. Et elle compare laisser son enfant avec un téléphone portable sur les réseaux dans sa chambre le soir à le laisser tout seul dans la rue. Et effectivement, je pense qu'il y a énormément de parallèles à se faire. On sait que c'est une question d'heures ou de minutes pour qu'un adolescent reçoive des messages privés d'une personne qu'elle ne connaît pas quand il crée un compte ouvert au public. On sait qu'il y a très peu d'outils aujourd'hui qui sont mis en place par les plateformes pour les protéger. Donc c'est clair qu'il y a un danger, autant qu'il existe un danger que quand votre enfant est dans la rue. Donc je pense pas que ça soit une paranoïa intense. Par contre, ne pas les sensibiliser à ça et ne pas apprendre à nos ados l'existence de ces dangers et quoi faire en réponse à ça, c'est très dangereux. Et la sensibilisation, justement, vous y prenez part notamment dans vos ouvrages. Ce que je vous propose, Cookie, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Cookie Calcaire, auteur de BD et spécialiste de la vie numérique des ados. Mais juste avant, Cookie, de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui de ce genre légèrement oublié, celui du roman photo, aussi étonnant que ça puisse paraître. Absolument, et je sais ce que vous pensez quand on vous dit roman photo, vous imaginez tout de suite une ringardise poussée à son maximum, des styles vestimentaires douteux, des scénarios extrêmement mal en point, et pourtant, breaking news, le roman photo connaît depuis quelque temps un retour de hype sur les réseaux et dans les librairies. En tête de gondole, vous aurez peut-être vu passer, il y a 2 ans, en 2022, le livre d'Éric Judor et Fab Caro au titre mystérieux, Guacamole Vaudou, ou celui paru en mai au Seuil, signé Sophie-Marie Larouille et Ovidie, intitulé La fabrique du prince charmant, ou la plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi. C'est pour dire. En tout cas, dans les 2 cas, les couvertures, elles respectaient les lois du genre, imprimé douteux, coupe-casque aux cheveux brillants, et ensuite camailleux, peu heureux. Bref, le tout pour mieux détourner les lois du genre, vous imaginez bien. Jeanne, ça a toujours été ringard, le roman photo? Eh bien, quand on fait un petit peu son archéologie, on se rend compte qu'en fait, c'est pas la première fois que ce genre mineur est utilisé sans sa traditionnelle ringardise. Des journaux comme Harakiri ont pu l'utiliser. Ici, on voit une histoire signée Wolinski qui mélange roman photo et dessin avec maestria dans l'équilibre entre le noir et blanc, entre la photo et le trait graphique. Mais des artistes ont pu aussi jouer ce jeu du roman photo. On peut citer notamment Sophie Calle qui explore cette relation presque magique qui peut exister entre une image et le texte, qui aussi joue ici entre fiction et réalité, entre scène et mise en scène. Et c'est moins connu pour nos générations, mais figurez-vous qu'à l'époque, même le cinéma d'auteur a pu se l'approprier, ce roman photo. Godard lui-même, le pape du cinéma français, avait réalisé le roman photo d'À bout de souffle. Et à partir de photogrammes du film, il avait donné une toute autre expérience que le cinéma. Entre le regarder et le lire, entre un rythme qui n'est pas celui du cinéma, qui en reprend pourtant les codes, mais qui justement se lit et se consomme dans l'intime de sa propre temporalité. Bah dis donc, Jeanne, vous parliez aussi des ouvrages récents qui utilisent ce vocabulaire. Est-ce qu'ils apportent un nouveau regard quelque part sur ce genre? Alors aujourd'hui, on est vraiment dans un détournement comique du roman photo, c'est la tendance, mais c'est pas un hasard en fait. Si des autrices féministes, par exemple Sophie-Marie Larouille et Ovidie, utilisent ce genre, notamment parce que dans les romans photos, les rôles hommes-femmes sont comme tout le reste totalement caricaturés. L'iconographie féminine, elle représente toujours ou quasi toujours des femmes qui sont soit en pleurs, soit devant des fenêtres à regarder on sait pas bien quoi, soit au mieux couchées, au pire malades, bref, dans des situations très souvent passives. Et c'est forcément un matériau à déjouer et à détourner par excellence. Et le principe d'efficacité est le suivant. Plus l'écart entre la photo et le détournement est inattendu, plus c'est amusant. Et donc, notamment, on peut le voir dans le livre de Larouille et d'Ovidie, il y a une double page où les autrices, elles imaginent sur les photos une sorte de faux enterrement de vie de garçon, où les mecs n'ont pas participé à la cagnotte commune en lieu et place de ce qui devait être une histoire super sérieuse de braquage et de veuve à Proguin à l'origine, sur le canapé d'une Merco classe S des années 70. Évidemment. Tout ça, ça cartonne aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire en fait que Instagram c'est la réincarnation du roman photo, avec ses cases photographiques, avec ses légendes en lieu et place de bulles, son scroll horizontal sur plusieurs images comme on tournerait les pages d'un roman photo. Et en effet, c'est tendance sur les réseaux sociaux. La tête d'affiche, elle s'appelle Infographiste, un plus loin faux, plus loin graphiste, dont l'une des images est devenue virale pendant le Covid. Je vous présente Maurice. Maurice, qui lit-on, pensait bien qu'il n'était pas une pomme de pin tout à fait ordinaire. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et les réinterprétations ne s'arrêtent pas à l'image fixe. On a aussi sur les réseaux le roman photo développé un petit peu comme une forme de stop motion animé. L'un d'entre eux s'appelle Roman Photo avec un F. Il est signé le collectif Internet monté par Mathias Gerbig et Benoît Blanc. Et c'est du roman photo de pause filmée en fait. Par la suite de ce qu'avaient fait les nuls, si on se souvient de ces hautes heures des nuls, et qui permet en fait de déjouer la fixité photo avec des micro-mouvements qui créent des petits décalages ou des choses inattendues. Et c'est bien
Ce qui est bien, dans le roman photo, c'est justement que c'est à la portée de tout le monde, le roman photo. Et si vous voulez essayer, imprimer juste une vieille BD, par exemple, ou un roman photo de vos parents, enlevez le contenu des phylactères et laissez-vous aller à votre imagination la plus grinçante. Ce serait quand même dommage que tout ce patrimoine inestimable soit inutilisé. Ouais, je ne savais pas quoi faire de mon Instagram, mais je crois que maintenant on va en faire un petit roman photo. Exactement. Bon, magnifique, merci beaucoup pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Allez, on reprend nos discussions avec notre invité en duplex aujourd'hui, Cookie Calcaire. On parlait juste avant la chronique de Jeanne Dreyfus et enfin de première partie du talk de ce sujet, effectivement, des réseaux sociaux. Vous nous avez donné votre avis sur la dangerosité des plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat ou encore WhatsApp qui occupent forcément une place prépondérante dans la vie des adolescents aujourd'hui. On parle parfois d'ailleurs d'une addiction aux réseaux sociaux. C'est le cas notamment de l'une de nos dernières invitées, le docteur Juliette Hazard, médecin en santé publique et addictologue. Pensez-vous qu'il s'agisse réellement d'une addiction ou d'une nouvelle mode ou forme de socialisation ? Alors, je pense qu'on peut parler d'addiction pour des profils qui ont une personnalité addictive. Ce qui est difficile avec l'addiction, c'est que on est souvent sujet à l'addiction et après on trouve les poisons qui nous entourent et on est plus ou moins sujet à l'addiction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que les réseaux sociaux et les téléphones en général rentrent dans la grande famille des produits addictifs. Ça peut être le sucre, ça peut être les jeux à gratter, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être ce que vous voulez. Malheureusement pour nos ados, les réseaux sociaux et leurs téléphones, ils y ont accès avant leur majorité. Donc c'est encore plus compliqué à gérer. Et c'est vrai que pour certains, ils y transposent tellement de leur vie sociale dans cette vie numérique que le moment où on leur demande de ralentir et d'arrêter, ça devient très compliqué. C'est un sacrifice qu'ils ne sont pas prêts à faire. Alors justement, Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook, ou qui a récemment introduit des comptes adolescents avec un contrôle parental qu'ils disent renforcé. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi consistent ces mesures et si vous les jugez aujourd'hui efficaces ? Alors on verra si c'est efficace. Ce qu'ils ont décidé d'introduire, c'est effectivement que à l'avenir, c'est pas encore mis en place. En tout cas, c'est mis en place dans certains pays, c'est pas encore en Europe. Quand un adolescent voudra créer un compte, il devra demander l'autorisation des parents qui eux-mêmes ont un compte. C'est déjà des systèmes qu'on fait beaucoup. Moi, dans l'univers des jeux vidéo, c'est déjà des systèmes qui existent. Quand vous voulez créer un compte sur une console, par exemple, ou même sur PC, vous devez avoir un parent qui a une carte de crédit liée à ce compte-là, et un enfant peut ensuite se créer un compte. Donc ça devrait bien fonctionner. Après, la vraie question, c'est on se demande quelles sont les limitations pour les comptes adolescents. Moi, j'espère qu'ils vont effectivement ne pas montrer le même contenu. C'est un des points qui est très important, et limiter beaucoup les échanges. Moi, aujourd'hui, il y a très peu de limitations qui sont faites. Je peux, moi, un gars de 40 ans, contacter n'importe quel adolescent ou adolescente dans le monde via les direct messages sans qu'il y ait vraiment de restrictions. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout normal. Donc, on va voir. Mon avis sur le sujet, c'est que c'est quand même 15 ans trop tard. Ils auraient dû créer les réseaux sociaux avec ça. Quand on voit des plateformes comme TikTok qui ont été vraiment créées, et il y a des ingénieurs qui ont bossé pour vraiment faire un réseau social pour les adolescents et pour les mineurs, ça aurait dû être une évidence dès le départ qu'il aurait fallu les protéger. Je pense que c'est en réaction avec beaucoup d'accusations qu'ils ont eues, l'Europe qui s'est beaucoup battue aussi pour régulariser et mettre la pression sur Meta. Clairement, Meta a passé les 15 dernières années à être plus occupé à développer son business model et s'assurer qu'ils font plus d'argent avec les stories, les publicités. Faut se rappeler aussi qu'Instagram, quand on a commencé, il n'y avait pas de publicité à la base. Aujourd'hui, c'est plein de publicités. Donc, moi, j'ai un peu un goût amer sur cette annonce, même si c'est nécessaire. Je pense que c'est déjà trop tard, en fait. Donc ça veut dire que ces nouvelles fonctionnalités, pour vous, est-ce qu'elles représentent une véritable avancée malgré tout dans la protection des jeunes en ligne, ou est-ce que c'est surtout un moyen de rassurer les parents et peut-être les politiques aussi ? Alors un peu des deux. Je pense que ça ne remplacera pas le fait que nous, parents, on doit s'armer aussi et donner un minimum d'éducation à nos enfants sur la vie en ligne et la vie virtuelle. Là, on est très focus sur les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est Internet en général, que ça soit l'accès à du contenu pornographique, les scams qui se passent sur les téléphones, par texto, sur Internet, etc. Aujourd'hui, Internet est devenu
une zone de combat un peu difficile, avec toujours plein de bénéfices, mais il faut faire très attention par rapport à il y a 20 ans. Je pense qu'il manque une éducation aujourd'hui en ligne ou virtuelle pour nos enfants, et que les avancées de Meta et les nouvelles fonctionnalités feront que renforcer ça et nous aideront, mais il faut que ça aille des deux côtés. Cookie, que du côté des adolescents, ils ne sont pas forcément conscients des risques potentiels d'Internet, ou ils en sont conscients mais ils préfèrent pas trop en parler? Je pense que c'est leur mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules que de leur demander d'être conscients de risques, de choses que nous-mêmes, on a du mal à gérer. Hein. Je pense que la plupart des adultes qui sont autour de moi y compris, j'ai du mal à gérer ma consommation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact sur mon estime de moi. Je vis de la toxicité sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un peu comme les apps de rencontre. Les apps de rencontre, aujourd'hui, je connais personne qui me dit « Ah bah moi, j'ai une relation très très saine avec les apps de rencontre ». Donc, tous les adultes que je connais me disent « Ah, c'est très difficile, c'est la toxicité, c'est etc. » Donc, demander à nos ados d'en être conscients et de s'auto-réguler, c'est leur demander beaucoup trop de responsabilités. Je pense qu'effectivement, c'est à nous de les guider et à la société de prendre une décision là-dessus. On a pris des décisions il y a plus de 50-60 ans sur le fait que l'alcool et la cigarette étaient interdits aux mineurs. C'est pas pour rien, ça ne l'était pas à un moment. Faut, à mon avis, avancer en tant que société et prendre des vraies décisions. L'Europe, on a de la chance, est pas mal avant-gardiste là-dessus et pas mal en avancée, mais il reste encore du boulot. Alors, en parlant justement, Cookie, de ces décisions, pour vous, ça devrait être quoi la priorité? Est-ce que c'est une question de régulation des plateformes, une question d'éducation ou de sensibilisation au numérique, ou d'un peu de courage politique? Bon, un peu des trois, mais je pense que une éducation à la vie virtuelle pour nos enfants serait vraiment quelque chose à mon avis, le plus court chemin vers une première base de protection. Parce que si on attend effectivement de la pression, du changement d'un point de vue politique, plus des changements sur des méga corporations comme Meta. Vous le voyez, le profil adolescent, encore une fois, je pense que c'est 15 ans en retard. Ils le font, mais ils le font doucement. Je pense que la première priorité devrait être que ça soit de la part du corps enseignant ou des écoles, ou que ça soit de la part des parents. Hein. Encore une fois, moi je donne des ateliers dans des écoles, c'est tout à fait possible de mettre en place des ateliers comme ça. C'est d'aider les enfants à mieux sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux et leurs outils qu'ils ont, ça existe, hein, pour se protéger et sensibiliser aussi les parents. Vous, ministre du numérique, Cookie Calcaire, quelle serait votre première mesure en faveur des jeunes? Effectivement, j'inclurais dans leur scolarité un passage comme ça d'apprentissage à la vie virtuelle et à la vie numérique, pour être sûr qu'on les protège. Au passage, je pense qu'il y a aussi un apprentissage de la vie sociale et de leur vie de tous les jours, hein, apprendre à faire des impôts, à faire un CV et à aller chercher du travail. C'est une autre question. Mais je pense que c'est aussi important que leur vie virtuelle, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'ils ont vraiment à 50-50 une vie dans le monde réel et une vie aussi dans le monde numérique. Et puis peut-être une dernière question avant de terminer. Comment on fait pour ouvrir en tant que parents, et peut-être certains d'entre nous regardent aujourd'hui, ouvrir un espace de dialogue avec nos enfants, nos ados sur ce sujet justement d'une bonne relation quelque part quand on est adolescent avec Internet, avec le numérique, les réseaux sociaux, ça relève souvent, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent les ados, de l'intime quelque part. Comment on fait pour éviter de devenir trop intrusif sur ce sujet? Mon conseil pour les parents, c'est déjà montrer l'exemple. Regardez votre propre consommation. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de faire des restrictions sur le temps d'écran si vous-même vous êtes la moitié de votre journée ou quand ils vous parlent sur votre téléphone, c'est pas possible. Donc essayez de déjà nettoyer votre propre consommation et ensuite faire la morale à vos adolescents. Si vous n'utilisez pas les réseaux, essayez de vous y intéresser. Il n'y a rien de pire qu'un parent qui dit moi j'y comprends rien donc je te laisse faire. Mais encore une fois, c'est trop de responsabilité pour les enfants et nos ados de naviguer là-dedans tout seuls. Donc établissez une base simple de dire c'est normal, tout le monde est à risque et tout le monde a du mal avec ça. C'est difficile à gérer comme consommation. Par contre, on peut le faire ensemble et on peut y aller pas à pas. Et c'est à mon avis comme ça qu'on peut établir une base de confiance, de dire c'est pas juste toi, c'est pas juste moi, c'est en général les réseaux sociaux, comment on les gère et comment on met une base saine ensemble de relations dans notre maison.
Voilà des conseils précieux et je pense qu'ils vont servir à un certain nombre effectivement de nos auditeurs, à moi aussi, c'est vrai, Jeanne Dreyfus aussi. Je vais essayer de penser d'abord à moi avant de penser aux enfants. Merci beaucoup en tout cas Cookie Calcaire d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les réseaux sociaux et nos ados, publié chez Stenkiss. Merci infiniment, vous êtes aussi spécialiste de la vie numérique des adolescents. Merci à vous aussi Jeanne Dreyfus d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et puis comme tous les jours, dès demain et dès 12h30, on se donne rendez-vous toujours sur School TV et d'ici là, passez une très bonne journée.